Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invitée est la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel. Bonjour Sophie Cluzel. Bonjour monsieur. Née à Marseille, vous avez à l'issue d'une grande école de commerce fait carrière dans le monde de l'entreprise. Mais en 1995, la naissance de la dernière de vos 4 enfants, Julia, va changer votre vie. Julia est trisomique. Vous abandonnez alors votre métier de femme d'affaires pour vous engager dans le monde associatif, la militance associative, et en particulier pour la scolarisation des enfants handicapés. Administratrice de la grande fédération UNAPI de 2011 à 2013, vous organisez le premier Grenelle de l'intégration des jeunes handicapés dans la société. En mai 2017, vous êtes nommée secrétaire d'État chargée des personnes handicapées dans le gouvernement d'Édouard Philippe. Vous serez interrogé successivement dans cette édition de Face aux chrétiens par Emmanuel Lucas de la Croix, par Romain Mazenot de RCF et par Alain Baron de Radio Notre-Dame. Et pour cette première partie, une question d'Emmanuel Lucas de la Croix. Bonjour Sophie Cluzel. Vous sortez de Matignon où le Premier ministre vient d'annoncer des mesures importantes pour les personnes handicapées et notamment l'ouverture de droits à vie. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi concrètement la vie des personnes handicapées va être facilitée ? Un conseil, en effet, un comité interministériel du handicap où l'ensemble des ministres étaient présents ou représentés, avec une mobilisation très forte de l'ensemble des ministres pour changer la donne au quotidien, c'est-à-dire l'ensemble des pans de la vie des personnes handicapées, de la crèche jusqu'à l'âge avancé, en passant bien sûr par le parcours de cette personne à l'école, en emploi, en formation, le logement, l'accès aux soins, l'accès à la santé. Des mesures en effet qui ont été annoncées. Pourquoi ? Parce que ce que l'on veut en premier, c'est redonner confiance tout simplement aux personnes, redonner confiance en elles-mêmes et redonner confiance des personnes envers les institutions et les administrations. Et aujourd'hui, on voit bien que cette notion de confiance, elle est mise à mal parce que nous sommes dans un système administratif extrêmement complexe où nous demandons à la personne de prouver en permanence son handicap. Et ça, c'est excessivement maltraitant. C'est même parfois humiliant et c'est surtout très angoissant pour les familles. C'est un poids extrême de reconstituer son dossier tous les 4 ans, tous les 5 ans, redire la situation de handicap, alors que pour certains handicaps qui sont avérés, qui ont un taux de 80%, c'est-à-dire qui ont eu une évaluation d'une complexité dans la vie quotidienne, ces personnes disent « arrêtez de nous le demander ». Malheureusement, ça ne changera pas pour beaucoup de types de handicap. Juste un exemple pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément le sujet techniquement. Vous dites 80%, c'est quel type de handicap ? C'est un taux de handicap qui est avéré, donc avec un retentissement important sur la vie quotidienne. Et en même temps, ce sont des handicaps qui ne vont pas évoluer positivement. Par exemple, vous avez tout à l'heure parlé de ma fille, la trisomie 21. Mais une personne qui est aveugle, une personne qui a double amputation, une personne qui a une myopathie évolutive, une personne qui a des maladies génétiques avec des retentissements importants sur la vie quotidienne. Beaucoup de types de handicaps, je ne vais pas les égrener parce qu'il y a une liste précise, mais c'est un peu cette double approche, c'est-à-dire vous avez un handicap avéré qui a un retentissement sur votre vie quotidienne de 80%, ça a été évalué. Maintenant, vous n'aurez plus à refaire votre dossier constitutif pour avoir accès, pour les enfants de 0 à 20 ans, à l'allocation d'éducation pour l'enfant handicapé et pour l'adulte, à l'allocation adulte handicapé. Un adulte était obligé de refaire dans sa vie d'adulte 9 à 10 fois son dossier pour obtenir la même allocation. Ça, c'est fini. Dites-le nous une fois, on vous a compris pour ce type de handicap et aussi également pour la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, qui est, je dirais, qui est important puisque nous avons une politique d'emploi qui est basée sur une obligation d'emploi avec une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé avec un taux de 6%, on pourra en parler sur l'emploi. Donc il était important de faciliter la vie de ces futurs travailleurs, de ces futurs salariés en entreprise également. C'est une grande attente des familles. Combien de personnes vont être concernées et vous savez quand Alors quand ça va être très rapide, ce n'est pas de l'ordre du législatif, c'est de l'ordre du réglementaire. Donc nous sommes en finalisation d'écriture du décret qui va suivre sa voie de consultation auprès des instances. L'objectif, le Premier ministre l'a réaffirmé ce matin, qu'on soit opérationnel dès le 1er janvier 2019, donc c'est-à-dire dans les 2 mois qui viennent. C'est du réglementaire, il faudra pouvoir justement après s'assurer que ces nouvelles dispositions sont bien appliquées dans les différentes maisons départementales des personnes handicapées. C'est une politique qui est copartagée, co-construite avec les départements. Ce sont dans les départements que sont ces maisons. Il faudra bien s'assurer que toutes ces instructions sont bien comprises, claires, et qu'ainsi la vie des personnes soit facilitée. Aujourd'hui, nous avons à peu près 1,1 million de personnes qui sont concernées par l'allocation adulte handicapé. Nous avons plus de 2 millions et demi de personnes qui sont concernées par cette reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Nous avons plus de 200 000 enfants
enfants qui sont concernés par cette allocation enfants handicapés. Donc vous voyez bien que c'est quand même une mesure d'ampleur qui va vraiment soulager les familles et enfin remettre cette dignité. Oui, c'est une situation de handicap, mais arrêtez de nous le renvoyer en pleine figure à chaque fois, tous les 4 ans, tous les 5 ans. Concernant les enfants dont vous venez de parler, parmi les mesures annoncées, il y a la prise en charge jusqu'à 20 ans et aussi un système d'aidants accordé par cycle de scolarité. Alors, pour la partie scolarisation, en effet, aujourd'hui, le projet personnalisé de scolarisation, la famille est obligée de le représenter tous les ans en disant « mon enfant a encore besoin d'un accompagnant ». L'école a statué, en effet, qu'il avait besoin de cette aide. L'idée, c'est de pouvoir travailler avec Jean-Michel Blanquer sur une organisation justement des moyens mis à disposition auprès de ces enfants de façon un peu plus longue, c'est-à-dire par cycle de niveau scolaire, maternelle, élémentaire, collège, lycée, que ce soit pour un dispositif collectif, ces fameuses unités localisées d'inclusion scolaire, les ULIS, qui sont des dispositifs collectifs au sein d'une école ordinaire, ou ces accompagnants. Voilà, l'idée, c'est d'aller de façon beaucoup plus sereine à travailler après sur les adaptations pédagogiques au sein de l'école, mais qu'on décharge vraiment ce poids administratif. Est-ce que ça signifie que, par exemple, des parents qui ont un enfant handicapé, qui ont un auxiliaire de vie scolaire qui suit l'enfant, il pourra garder ce même auxiliaire de vie scolaire de la 6e, mettons, à la 3e, sans refaire à chaque fois? Ce n'est pas obligatoirement la même personne, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est que les moyens dits de compensation, c'est-à-dire on a en effet statué que votre enfant avait besoin d'un dispositif collectif ou de l'aide technique ou de l'aide matérielle. Nous travaillons sur des cycles scolaires. Nous allons travailler sur des cycles scolaires et nous allons aussi mettre tous les moyens dans l'école. C'est ça qui est important. C'est tout l'objet de la concertation que nous avons ouvert avec Jean-Michel Blanquer, avec d'un côté les accompagnants pour améliorer leur statut, leur perspective de carrière, mais aussi les moyens mis à disposition dans l'école. Et c'est cette école que nous sommes justement allés voir en Suède, au Danemark, où les moyens de rééducation, thérapeutiques, éducatifs sont au cœur de cette école pour éviter les ruptures de parcours. Aujourd'hui, un parent, il est obligé de s'arrêter de travailler pour aller chercher son enfant à l'école, l'amener à la rééducation, à l'orthophonie, à la psychomotricité, à l'ergothérapie. Ce qu'on veut dans l'école de demain, ça ne va pas se faire dès demain, mais c'est cette école que l'on veut construire, avec des salles de rééducation dans les écoles. Elle existe déjà, cette école. Nous sommes allés voir en Mayenne avec le président et le ministre de l'Éducation nationale à la rentrée. Je suis allée voir à Nantes, mais beaucoup plus proche de nous, ça existe. C'est-à-dire que le médico-social se met au service du parcours en milieu ordinaire, au sein de l'école. C'est cette école qu'il nous faut construire si on veut faire des parcours de qualité dans une école inclusive. En décembre 2017, il y avait encore 1500 enfants français accueillis dans des établissements en Belgique. Comment expliquez-vous que cette situation perdure ? Des enfants et des adultes aussi également. Souvent des enfants avec des profils autistes assez sévères, assez complexes. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date depuis très longtemps, où ça a été une réponse qui semblait appropriée. C'est intolérable aujourd'hui qu'un parent doive se séparer de son enfant et de l'envoyer en Belgique. Donc pour les enfants, nous avons ouvert des enveloppes dès l'année dernière, qui ont été doublées encore cette année, plus de 15 millions d'euros, pour travailler localement à des réponses de proximité. Donc je dirais que le flux, les envois en Belgique forcés, ça n'existe plus. Il y a encore des parents qui le souhaitent, et ça, c'est libre choix de chacun. La vraie difficulté, c'est sur les adultes, parce que ces personnes adultes, ça fait longtemps qu'elles sont en Belgique. Comment on va pouvoir les ramener près de chez elles? Parfois, elles n'ont plus de chez elles, parce que c'était aussi souvent des adultes qui avaient été confiés à l'ASE, et donc on a un vrai souci là. Mais sur les enfants, on a vraiment un travail de proximité qui est fait. Ça fait partie d'un des chantiers aussi que je souhaite poursuivre et amplifier pour avoir la réponse de proximité. Concernant l'exercice de la citoyenneté, vous proposez que les juges n'aient plus le droit de retirer le droit de vote des personnes handicapées. Actuellement, vous considérez que les personnes handicapées sont des citoyens de seconde zone ? Ce n'est pas qu'ils sont des citoyens de seconde zone, c'est que je pense qu'ils n'ont pas les mêmes droits que chacun. Et ce qu'ils souhaitent, ce n'est plus d'être des citoyens à part, mais des citoyens à part entière. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, plus de 300 000 mesures de protection sont prononcées avec un retrait du droit de vote, au prétexte de la protection. Mais ce n'est plus entendable. Le président de la République l'a annoncé lors du congrès de Versailles en juillet. Il faut que nous remettions les citoyens handicapés dans leur pleine citoyenneté, c'est-à-dire l'expression du droit de vote de façon inconditionnelle, inaliénable, qui fait partie de la constitution vraiment de l'être humain. Donc avec Nicole Belloubet,
dans son projet de loi de réforme de la justice, sont portées plusieurs mesures. L'abrogation de l'article L5 du Code électoral pour permettre ce droit de vote, mais accompagné et avec des protections, notamment sur les procurations, on pourra en reparler, mais pas que. Aussi, aujourd'hui, et je pense que les Français ne le savent pas, quand un majeur protégé est sous tutelle, il doit demander l'autorisation au juge pour se marier, pour se paxer, pour divorcer. Et ça, ce n'est plus acceptable aujourd'hui. Nous sommes trop dans la protection et non pas dans l'émancipation et l'autonomie de la personne. De la même façon pour l'accès aux soins, nous sommes encore obligés de demander l'autorisation à des juges pour des soins dentaires, des soins d'extraction. C'est plus possible. Il faut vraiment qu'on normalise complètement le rythme et la vie quotidienne des personnes handicapées majeures protégées sous tutelle. Vous savez, encore des familles évitaient de mettre leur enfant sous protection et donc sous tutelle, parce qu'elles ne voulaient pas que leurs jeunes soient privés de leur droit de vote. Donc c'était contre-productif. Donc il faut vraiment qu'on revienne vers cette dignité et ce respect de la personne, avec des droits beaucoup plus faciles d'accès. Et vous évoquez certaines protections qui demeurent quand même pour éviter d'éventuels abus, par exemple. Il y a beaucoup de mesures de protection financière, juridique, etc. Celles-là, on y retravaille puisque nous avons mandaté une magistrate pour justement proposer des mesures plus simples. Mais le but même de cette révision, justement, de cette vision que nous avons de la personne, protéger certes, mais lui permettre son autonomie, son expression. Donc ça va nous obliger à accompagner les personnes, à améliorer l'expression. Ce matin, les ministres ont été mis en situation, lors du comité interministériel, en situation de handicap, pour pouvoir comprendre les empêchements que les personnes handicapées ont. Et il y avait un atelier justement sur le eye tracking, c'est-à-dire comment avec l'œil je peux exprimer mon choix avec des pictos que je peux vraiment toper grâce à mon œil. Et là, on voit qu'on a des outils magnifiques, que la technologie va se mettre au service de l'accompagnement des personnes. C'est très important. Et l'accès aux droits, c'est aussi l'accès aux droits sociaux. Et à lire votre rapport, on se rend compte que finalement, beaucoup de familles et de personnes handicapées renoncent à des soins du fait de la complexité des procédures, que les coûts restent élevés, par exemple quasiment 3 000 € pour un fauteuil électrique. Que proposez-vous pour y mettre faire un terme ? Il y a plusieurs problèmes. Il y a l'accès aux soins. Alors, il y a le problème de formation des professionnels, et ça, nous y attendons avec Agnès Buzyn, notamment, pour que, par exemple, dans le cursus des étudiants de médecine, il y ait des formations, il y ait des stages en établissements médico-sociaux. Il faut qu'on irrigue vraiment dans toute la communauté, qu'elle soit éducative, médicale, etc., cette notion de handicap partout, dans la formation initiale. C'est aussi vrai pour les enseignants, c'est vrai pour tout le monde. Parce que c'est comme ça qu'on prendra en compte cette dimension de spécificité, d'attention, de formation. Il y a un problème financier, vous l'avez dit. Donc là aussi, nos droits sociaux sont d'une complexité effrayante pour les personnes. Là, nous fusionnons les deux aides aux complémentaires. Là, c'est un peu complexe, c'est un peu technique, mais le résultat, c'était que la personne handicapée était encore plus éloignée des soins, alors que c'est celle qui en a le plus besoin. Donc nous fusionnons l'accès à ces complémentaires avec un panier de soins beaucoup plus important pour les personnes handicapées, un reste à charge très minimisé, notamment pour les fauteuils roulants manuels à propulsion, pour des soins basiques, des pansements, des orthèses, des semelles orthopédiques. Donc vous voyez qu'on prend en compte vraiment les besoins élémentaires des personnes handicapées dans l'accès aux soins. Aujourd'hui, il faut savoir que, par exemple, une femme qui est en établissement médico-social, quand on lui détecte une tumeur, elle est 10 fois plus grosse qu'une femme dans la vie ordinaire. Donc on voit bien qu'il y a un manque de prévention. Il n'y a pas de prévention, il n'y a pas de soins élémentaires de base. Nous développons la télémédecine pour pouvoir avoir un accès dans les établissements médico-sociaux à cette prévention, à ce soin quotidien qui est indispensable. Donc un accès aux soins aussi prioritaire dans le comité interministériel. Donc vous voyez que c'est l'ensemble de la vie des Français, et c'est bien pour ça que c'est un comité interministériel avec l'ensemble des ministres qui s'engagent pour vraiment au quotidien changer la donne des personnes. Pour conclure cette première partie, on se souvient que les choses avaient commencé à bouger un peu en France, où il y avait beaucoup de retard sous Jacques Chirac, si je ne me trompe pas. Vous diriez que 15 ans plus tard, là aujourd'hui, on entre dans une nouvelle étape, une nouvelle ère pour la situation du handicap. Vous avez raison de rappeler cette grande loi de 2005 qui était fondatrice de cette participation citoyenne. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est aussi au cœur de ce comité interministériel, la participation des personnes à la construction des politiques publiques. Il y avait présent des personnes handicapées qui ont expliqué justement au ministre comment il était important de concevoir en amont les politiques publiques avec les personnes, pour les personnes.
Nous avons parlé de conception universelle aussi, par exemple la conception de façon native, c'est-à-dire initiale des sites Internet, la conception initiale des dispositifs qui est du gagnant-gagnant parce que ça sert à tout le monde. Il y a eu déjà des progrès, par exemple, sur le site de la CAF. Exactement. Les 10 sites publics les plus visités ont un engagement très fort d'une accessibilité totale. Ce n'est pas le cas encore. C'est à peu près à 85%. Il faut qu'on améliore encore. Mais parce qu'ils n'ont pas été conçus nativement en cette accessibilité universelle. Donc c'est bien l'enjeu, c'est de construire avec les personnes expertes qui sont les personnes handicapées. Et on l'a bien vu que tous les ministres ont dit qu'ils avaient des groupes maintenant d'usagers, des groupes tests. La participation est réelle. C'est ça qui a vraiment changé. Voilà, par rapport à la loi de 2005. Très bien, merci beaucoup. Nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Merci Emmanuel Lucas. Notre invitée Sophie Cluzel sera interviewée dans quelques instants par Romain Masneau de RCF. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec notre invitée Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée de la personne handicapée. Elle est interrogée en cette deuxième partie de Face aux chrétiens par Romain Masneau de RCF. Bonjour Sophie Cluzel. Bonjour. Bernard Gors le disait au début de cette émission, vous avez une fille, Julia, qui est porteuse de trisomie 21. Qu'est-ce que Julia vous a appris sur la vie? Qu'est-ce qu'elle vous a appris peut-être sur vous-même? Pas qu'à moi, à toute la famille. Je pense qu'elle nous a appris dès sa naissance. Elle nous a appris tout simplement à dire qu'il fallait être solidaires les uns des autres. Et je pense que c'est très important. Cette solidarité naturelle que Julia nous demandait naturellement, le respect aussi de ses capacités, de son autonomie, parce que souvent on a tendance, pour aller plus vite, à faire à la place d'eux. Et ça, c'est très important. Laisser le temps aux personnes handicapées d'exprimer leurs souhaits, c'est exigeant. C'est exigeant dans une société qui veut toujours aller plus vite. Et ben, certaines personnes ont besoin de plus de temps pour s'exprimer. Donc, un regard aussi distancié qui pose une vraie distance, qui fait relativiser les choses. Et puis surtout beaucoup d'humour, parce que ça fait vraiment partie de Julia. Et l'humour, je pense, arrive à faire passer énormément de choses en message. Et je pense que c'est très important de garder ça à l'esprit. Comment on peut aider la société, les acteurs publics, privés, à changer de regard sur la fragilité en général? C'est pas facile dans un monde où la performance, la rapidité, la compétition sont valorisées en permanence. Comment on peut faire? Mettre la singularité en fait au cœur du collectif, c'est-à-dire se rendre compte que des singularités différentes sont beaucoup plus intéressantes dans un collectif qu'une uniformité. Et je pense que c'est ça ce que les personnes en situation de handicap nous apportent. Mais pour cela, il faut faire la rencontre. Je pense que tout passe par la rencontre humaine entre les personnes, parce qu'on est tous avec des préjugés, on est avec des représentations, et surtout par exemple pour les chefs d'entreprise, la seule façon de faire, c'est de faire rentrer les personnes handicapées dans l'entreprise. C'est bien pour ça que je m'étais... Justement, alors, il y a la règle de 1987, je crois, 6% de personnes handicapées dans les effectifs des entreprises. Mais souvent, les entreprises préfèrent payer les indemnités plutôt que d'embaucher des personnes handicapées. Comment on peut faire évoluer la situation ? Alors, au bout de 30 ans, on n'est qu'à 3,5, mais ça avance. On a des leviers très importants et qui sont déjà pratiqués. C'est d'abord l'apprentissage. Je pense que l'apprentissage, en tout cas pour les jeunes, est vraiment le moyen de s'acculturer justement avec des personnes qui ont peut-être besoin de plus de temps, qui ont besoin d'adaptation et qui, pour autant, apportent leur pierre à l'édifice. Je dis ça parce qu'on a un enjeu colossal avec tous ces jeunes qui ont été formés à l'école de la République, qui arrivent sur le marché du travail et qui donc, après avoir appris à apprendre avec les autres, veulent continuer à travailler avec les autres. Donc là, on a un enjeu sur notre jeunesse et c'est bien pour ça qu'avec Muriel Pénicaud, nous avons travaillé justement sur l'apprentissage, bonifier les contrats d'apprentissage, mettre des référents handicap dans les CFA. On a un très gros enjeu. Au-delà de ça, cette rencontre, il faut qu'elle se fasse et parfois... elle a besoin d'être impulsée, d'être un peu orchestrée. C'est bien pour ça qu'il y a cette obligation d'emploi. Comment on fait pour que les entreprises passent d'une version, je dirais, de charge, de poids, d'empêchement, à une vision constructive, positive, d'un apport différent? Je discute avec énormément de chefs d'entreprise. Eux, ils me disent deux choses. Moi, je n'arrive pas à trouver les personnes handicapées. Je ne sais pas où elles sont. Je leur dis, écoutez, là, je suis désolée, elles sont là où vous allez chercher les personnes dites valides.
Je n'arrive pas surtout à avoir un service rendu opérationnel qui me permet de dire quand j'ai besoin d'un accompagnement, quand j'ai besoin d'une adaptation, il faut que ça soit fait immédiatement. Le chef d'entreprise, vous l'avez très justement dit, il est quand même avec des impératifs, non peut-être pas que de performance, mais de service à rendre, soit production, soit service à ses clients. Donc il faut absolument qu'on arrive à embarquer ces chefs d'entreprise en disant vous pouvez aussi faire un management différent. Et le handicap est une source différente de diversité dans votre management. Vous pouvez avoir un collectif qui est beaucoup plus riche, mais pour ça, il faut qu'on accompagne. Donc on a ce levier de l'emploi accompagné au-delà de l'apprentissage. De la même façon qu'on a fait de la scolarité accompagnée, il faut qu'on fasse de l'emploi accompagné. C'est tout l'enjeu dans le plan pauvreté également du président de la République avec le grand public de l'emploi d'insertion. Il faut qu'on passe à une notion d'insertion, d'accompagnement pour réussir cet enjeu. Le handicap, c'est aussi le handicap psychique, mental. C'est tout type de handicap. Et c'est vrai que, par exemple, les troubles bipolaires, la schizophrénie, il y a encore un tabou encore dans la société, même si ça progresse. Et la prise en charge n'est pas toujours optimale, vu l'état de l'hôpital psychiatrique en particulier. Est-ce que, même si votre secrétariat d'État n'est pas rattaché au ministère d'Agnès Buzyn à la santé, est-ce que vous travaillez avec elle? Quelles sont les mesures que vous allez prendre pour améliorer? Bien sûr que nous travaillons ensemble, c'est évident. Nous avons lancé justement le plan santé mentale ensemble pour bien montrer que c'est un enjeu de société, la santé mentale. Sur le handicap psychique, sur le handicap mental, sur le handicap des déficiences sensorielles, il faut qu'on s'appuie sur les associations qui ont une vraie spécialisation, qui ont un vrai savoir-faire d'accompagnement. Sur le handicap psychique, nous avons des associations comme Messidor, Clubhouse, qui font de l'emploi accompagné depuis bien longtemps. Donc il faut qu'on les aide à pérenniser ces accompagnements, à les financer. C'est tout l'enjeu des dispositifs d'emploi accompagné. J'ai encore fait un comité de pilotage très récemment pour le développer. Donc nous avons ces enjeux-là. Mais nous avons aussi les entreprises adaptées, qui sont un levier formidable. Et avec Muriel Pénicaud, nous avons fait un cap sur l'entreprise inclusive. Nous doublons le nombre de postes sur ces entreprises adaptées pour qu'elles deviennent des vrais sas à l'emploi classique. Nous avons tous les leviers qu'il faut. Maintenant, il faut qu'on puisse organiser les services aux entreprises. C'est l'enjeu majeur. Romain Masneau évoquait simplement la situation de l'hôpital psychiatrique. On entend dire qu'il est sur le point de craquer. Est-ce que c'est votre diagnostic? Est-ce qu'effectivement la crise est si forte que ça actuellement dans les services psychiatriques des hôpitaux? Oui, bien sûr, c'est indéniable qu'il y a une difficulté. C'est bien pour ça qu'il faut pouvoir faire sortir de ces hôpitaux psychiatriques les gens qui ont une prise en charge inadaptée. C'est tout l'enjeu de notre stratégie nationale pour l'autisme sur les autistes adultes qui se trouvent dans des prises en charge inadaptées, à l'hôpital psychiatrique, etc. Donc c'est tout l'enjeu des mesures que nous portons de façon croisée avec Frédérique Vidal et avec Agnès Buzyn pour faire justement sortir, diagnostiquer, mieux diagnostiquer. Une fois qu'on aura diagnostiqué les besoins, on aura une réponse appropriée et adaptée. C'est tout l'enjeu aussi de l'habitat inclusif pour permettre justement à ces personnes fragilisées, handicap psychique, handicap mental, de pouvoir vivre de façon correcte en étant bien accompagnées. C'est tout l'enjeu de notre transformation du médico-social, d'établissement en service pour accompagner la personne là où elle a envie d'être et là où sa prise en charge sera la mieux adaptée et la mieux appropriée. Le comité d'éthique, dans son dernier rapport, évoque d'une phrase le dépistage de la trisomie 21 en disant qu'il faudra avoir recours à des nouvelles techniques dites non invasives pour le diagnostic prénatal, en disant que ça permettrait peut-être moins de naissances d'enfants trisomiques. Quelle réflexion ça vous inspire? Jusqu'où on peut aller dans le diagnostic prénatal? Si vous me posez la question sur le diagnostic prénatal de la trisomie, vous imaginez bien que dans ma situation personnelle avec une jeune femme trisomique, c'est une question compliquée, je ne vous le cache pas. Moi, je dis qu'au-delà de ces diagnostics, c'est comment on accompagne les parents à cette annonce. Là, on a une responsabilité colossale et on en est encore très loin du compte. Comment nous accompagnons les parents à une décision une fois que nous avons un diagnostic posé? C'est un enjeu majeur. Il faut qu'on soit totalement objectif sur les possibilités, sur les accompagnements, sur le devenir, donner des perspectives, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et qu'est-ce que l'on veut de notre future société qu'on est en train de préparer? Vous parlez de la richesse des singularités. Est-ce qu'on va vers une société totalement uniforme? Est-ce que c'est un droit à l'enfant, mais un droit à l'enfant parfait que l'on veut? Voilà, ça pose énormément de questions. Ces questions, elles ont été concertées longuement dans la concertation pour la future loi bioéthique. Je pense qu'elles ont soulevé énormément de questionnements, énormément d'angoisse, de peur. Moi, je suis énormément questionnée par les personnes en situation de handicap et leurs familles aujourd'hui.
qui sont angoissés de l'avenir que l'on prépare. Voilà, donc il faut en même temps, je veux dire, préparer vraiment de la formation à l'accompagnement de l'annonce, du diagnostic, comme il faut qu'on travaille aussi sur l'annonce de la naissance, on a un enjeu colossal dans notre société, le maître mot, c'est l'accompagnement et la formation. Oui, mais Sophie Cluzel, pour poser la question peut-être plus brutalement, est-ce qu'on n'assiste pas aujourd'hui à des dérives ou à des possibles dérives vers une forme de génisme? On va, dans les années qui viennent, de plus en plus refuser que naissent des enfants avec un handicap. De toute façon, le parent a totalement le choix libre. Il faut qu'il soit éclairé, ce choix. Donc, au-delà de la simple trisomie, si on va faire est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de détecter les maladies qui vont arriver plus tard? C'est toute la problématique que l'on a avec une société qui est de plus en plus, comment je dirais-je, scientifique, c'est-à-dire qu'on arrive à prévoir, on arrive à anticiper, et quand on rate quelque chose, on génère énormément de frustration et d'angoisse, etc. La société et la science avancent pas de façon parallèle avec la société. Il faut qu'on arrive à cheminer sur ces avancements de la société, au service d'une société, de ces avancements de la médecine, de la science, de la recherche. Et en même temps, il faut qu'on accompagne cette société qui a envie de savoir, qui a envie de savoir pourquoi faire, savoir quel va être l'impact sur ma société. Donc, il faut qu'on donne aussi des perspectives, des choix du possible. On ne peut pas s'arrêter à un pur diagnostic sans expliquer ce que c'est, cette maladie. Donc, on a énormément de travail à faire, d'accompagnement, encore de formation. Mais en effet, ça nous pose une question vraiment de que veut-on dans notre société future? Est-ce que l'on veut une uniformité ça peut aller très loin, ça peut aller très loin, parce que est-ce qu'on veut avoir dans une entreprise des clones d'un profil parfait, sans aucune différence, aucune singularité? Les débats sont ouverts. Le tout, c'est d'avoir un choix éclairé pour les parents. Et ça, on est loin du compte encore. Pour continuer sur ces questions éthiques, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a affirmé récemment que l'élargissement de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes figurerait bien dans le prochain projet de loi bioéthique. Quelle est votre position? Et puis, si vous y êtes favorable, qu'est-ce que vous dites aux opposants à cet élargissement de la PMA qui disent que finalement, c'est une manière d'entretenir la fiction d'une conception d'enfant sans père? La ministre l'a précisé, quels seraient les termes de la loi, qu'est-ce qui serait posé dans la loi. Là, c'est pareil, si on n'informe pas, d'abord c'est un long combat, la PMA. Il faut aussi préciser qu'est-ce que c'est que la PMA. Ce n'est pas du tout du jour au lendemain, comme ça, je fais un enfant. Non, c'est très très compliqué. Ça peut être aussi très douloureux psychologiquement. Donc je pense que là, on a un enjeu, encore une fois, un enjeu d'information colossal. Il faut qu'on explique aussi aux très jeunes femmes, parce qu'on voit aussi aujourd'hui des désarrois chez des très jeunes femmes qui ont des grossesses et qui ont donc des enfants et qui ne sont pas accompagnées. Donc, je veux dire, élever un enfant seul, c'est compliqué, donc il faut qu'on explique tout ça. Après, ça sera dans la loi, ça a été acté, voilà. Mais je pense que c'est un élément dans la loi qui va être extrêmement complété, et Agnès Buzyn l'a dit aussi, sur l'information, sur l'accompagnement, sur les modalités. Il faut qu'on informe en amont qu'est-ce que c'est que ce parcours de la PMA, parce qu'il n'est pas simple. Et après, qu'est-ce que ça engendre aussi pour l'éducation d'un enfant, comment la société se met en ordre de marche. Et l'absence de référence paternelle, ce n'est pas un enjeu central C'est compliqué, je n'ai pas de réponse là-dessus, si vous voulez. C'est et vraiment très compliqué. Toujours sur ces questions qu'ont abordé les États généraux de la bioéthique, qu'a abordé le CCNE, le comité d'éthique, l'autoconservation des oocytes, ça c'est au-delà de ce qui est prévu déjà aujourd'hui dans la loi qui est très encadrée. C'est vraiment un progrès, ça? C'est un progrès, c'est excessivement encadré. Excessivement encadré. Parce qu'aujourd'hui, il est très encadré. En gros, c'est pour des infertilités, pour des raisons de traitement mais là, médicaux. C'est pareil, je veux dire, la stimulation de la production d'ovocytes est extrêmement complexe. Enfin, c'est des mots qu'on lance comme ça, et en fait, les gens ne connaissent pas vraiment, mais moi aussi la première, médicalement et techniquement, tout ce que ça engendre. Donc il faut qu'on soit vraiment dans de la pédagogie très précise, très informative. Il va falloir qu'on l'encadre énormément. Aussi, c'est pareil, dans quelle société allons-nous nous projeter sur des parents qui seront peut-être en décalage d'âge très important avec des premiers enfants. Voilà, ça a un impact sociétal très important.
Et c'est vraiment dans le dialogue, dans la concertation et dans un dialogue serein, dans un débat serein, dans un dialogue serein qu'il va falloir que nous travaillions. Et ce dialogue peut-il tenir dans un contexte où on voit bien les enjeux commerciaux aussi sont aussi importants? Vous avez raison, ça complique les enjeux, mais voilà, il va falloir le tenir. C'est notre rôle, hein, justement, d'être garant d'un débat qui sera serein et qui sera le plus productif possible pour les personnes et le plus informatif. Très bien, nous marquons une seconde pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Merci Romain Mazenot. Sophie Cluzel, notre invitée, secrétaire d'État aux personnes handicapées, sera interrogée dans cette dernière partie de Face aux chrétiens par Alain Baron de Radio Notre-Dame. A tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette dernière partie de Face aux chrétiens avec notre invitée Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Elle est interrogée dans cette dernière partie par Alain Baron de Radio Notre-Dame. Oui, bonjour madame. Pour rester sur les problèmes éthiques, le comité d'éthique, dans sa dernière déclaration, a dit qu'il ne fallait pas toucher à la loi Leonetti sur la fin de vie. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de glissade au fil des ans vers une certaine forme d'euthanasie ? Bon, non, là, le comité a été très clair. La loi Leonetti, et Agnès Buzyn l'a redit, elle comporte quand même énormément de possibilités justement d'accompagnement. Le débat, d'ailleurs, durant la concertation sur la loi bioéthique, je pense, n'a peut-être pas été assez loin là-dessus sur ce sujet, parce qu'il a été plus centré sur les sujets dont on a parlé tout à l'heure. Mais non, je pense pas. Je pense que c'est bien encadré, que les pratiques maintenant sont bien connues. Alors c'est encore, j'en reviens toujours, mon problème de formation des équipes accompagnantes. Là, il faut qu'on les développe énormément. Tous les soins palliatifs, tous les accompagnements de fin de vie, il faut qu'on soit encore plus auprès des personnes et auprès des professionnels. Oui. À titre personnel, vous-même, vous êtes plutôt opposé à suicide assisté ou, on voit en Belgique des situations qui peuvent, vues de France en tout cas, nous paraître assez choquantes. La possibilité de demander donc, la fin de vie pour des personnes qui sont même en souffrance psychique. Je pense qu'il n'y a pas du tout d'acharnement dans notre pays. Quand on discute avec les équipes, et je l'ai fait récemment, il y a un respect et un accompagnement qui est assez digne quand justement le personnel est formé et qu'il y a cette équipe d'accompagnement autour. Ce qui nous manque, c'est la multiplication de ces équipes, ça c'est indéniable. Mais la parole de la personne, elle est respectée, si elle a donné ses instructions. Moi, personnellement, j'ai eu un père qui est mort de la maladie de Charcot. Il avait donné excessivement bien ses instructions. Il n'y a pas eu d'acharnement et il est parti comme il le souhaitait. Donc, je pense que quand vraiment c'est émis et que l'entourage familial est là et que l'entourage, justement, accompagne correctement, en France, on meurt dignement, franchement. Donc, après, bien sûr que vous avez des exemples qui ne fonctionnent pas, mais on ne peut pas bâtir et modifier des lois pour quelques exemples. Je pense que la loi, elle est là, il faut qu'on l'accompagne et qu'on l'améliore dans les pratiques. Donc on n'y touche pas pour l'instant? Pour l'instant, non. C'est pas la peine? Non. Enfin, c'est pas moi qui suis en charge de cette loi. Oui, bien mais... sûr. Quand vous êtes rentré au gouvernement, vous représentiez ce qu'on appelle la société civile. Vous êtes tombé dans le bain politique. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné en bien ou des choses qui vous ont déçu? Je pense que ce qui était très, très intéressant dans le gouvernement qui a été constitué par Édouard Philippe, c'est cette harmonie justement entre société civile et société politique, cette harmonie entre les femmes et les hommes, cet équilibre et ces regards croisés qui ont permis justement quelque chose d'assez inédit, c'est que ce gouvernement est totalement collectif, 18 mois après, même s'il a bougé lors des derniers remaniements, mais que justement cette entente et cette envie de travailler collectivement, elle est indéniable. Et c'est assez nouveau. C'est assez nouveau. Regardez dans le passé les différentes mandatures qu'il y a pu avoir. Nous sommes un collectif extrêmement bien animé par notre Premier ministre, et je vous en parle en connaissance de cause, puisque ce matin même, l'ensemble des ministres étaient présents ou représentés. Et on voit qu'il y a un côté naturel à travailler ensemble, qui est assez indéniable. Et je pense que c'est cet apport de la société civile, cette mixité qu'il y a eu dans ce collectif, et qui est un atout et qui perdure et qui dure. Pour les ministres issus de la société civile les plus exposés politiquement, je pense à Nicolas Hulot sur toutes les questions d'écologie, ou Agnès Buzyn sur la culture. On voit bien que ça a été très difficile. Françoise Nyssen, excusez-moi, oui. Ça a été très difficile pour eux. Et ils ont finalement été
pousser l'un ou l'autre vers la sortie. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une limite à cette logique de faire entrer la société civile dans le monde politique? Il n'y a pas de limite. Il y a après des hommes et des femmes qui ont des convictions et qui, je pense, voulaient que ça aille plus vite que la réalité. Et on est confronté à l'exécution. C'est ça qui est le plus compliqué. Et c'est vrai que quand on n'était pas dans la société politique, on avait des idées peut-être de rapidité, plus d'exécution, qui sont une frustration. C'est indéniable. Moi, tous les matins, j'ai envie que ça aille beaucoup plus vite. C'est pour ça que je suis très heureuse de ces mesures qui sont prises, qui vont changer la donne très rapidement pour les personnes handicapées. Mais au-delà de ça, je pense que après, c'est des personnalités. Donc, c'est des hommes et des femmes de conviction qui voilà, peut-être n'ont trouvé que ça n'allait pas assez vite. Et moi, je respecte leur choix. Mais je pense que non, au contraire, la société civile a toute sa place. Mais qu'est-ce qu'on appelle société civile? Vous savez, moi, quand j'étais pendant 20 ans, 22 ans présidente d'association, la FNASEP, Grandir à l'école, les politiques, j'en ai fait en allant justement porter nos aspirations auprès des législateurs, auprès de l'exécutif. Donc cette société civile, elle est maîtresse aussi pour faire bouger les lignes de la société politique. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse déployer nos politiques de façon beaucoup plus rapide et donc mettre en marche les administrations de façon beaucoup plus rapide. C'est ça la difficulté, je trouve. Et lors du dernier remaniement, on a eu l'impression quand même que le chef de l'État et le Premier ministre ont eu du mal à faire venir un certain nombre de personnalités. Est-ce qu'il n'y a pas un déficit de ressources humaines dans la majorité actuelle ? Non, je ne pense absolument pas. Le président et le Premier ministre ont pris leur temps, justement pour éviter que les personnes ne se sentent pas bien dans ce gouvernement. Je pense que c'est très important. Enfin, moi, j'étais chef d'entreprise, mais je pense que c'était une quinzaine de jours. Ce n'est pas ça qui va changer la face du monde. Ce qui était important, c'est qu'on puisse vraiment embarquer l'ensemble des ministres dans cette méthode de travail, qui est une méthode exigeante, parce que c'est une méthode de transformation profonde. Donc, il faut vraiment, acter le fait qu'on va transformer la société, que c'est compliqué, qu'il y a une attente de nos citoyens qui est totalement légitime à ce que ça se transforme beaucoup plus vite. Mais là, on travaille sur du fond. On travaille vraiment sur une perspective de moyen et long terme. Donc la difficulté, c'est de donner à voir ces changements au quotidien. Ça, c'est indéniable. Et en même temps, de travailler sur notre transformation profonde. Donc c'est une méthode assez différente. Et voilà, donc il faut absolument trouver des personnes qui adhèrent à cette méthode et qui ont envie de travailler dans ce sens-là. Alors précisément, on a l'impression que les gens n'adhèrent pas tant que ça en ce moment, M. Macron... Les membres du gouvernement, si, ça totalement. Les membres du gouvernement, heureusement, mais dans l'opinion publique, bien sûr. Et on voit que M. Macron a des mauvais sondages en ce moment. Alors, je sais qu'il ne faut pas tout mettre sur les sondages, mais comment vous expliquez cette réticence de l'opinion ? Parce que cette exigence que l'on demande, on demande aux Français de pouvoir se projeter dans l'avenir qu'on est en train de construire. Le plan pauvreté, le plan santé, enfin on a des plans quand même de transformation radicale. Cette école, l'école inclusive avec Jean-Michel Blanquer, Parcoursup, les étudiants, on a transformé radicalement les méthodologies. Donc c'est forcé que ça perturbe et que la société en ce moment, elle est un peu bouleversée, elle est modifiée. Et donc forcément, comme l'impact, je dirais, direct sur l'amélioration de la vie des personnes françaises, des Français et des Françaises, n'est pas encore perceptible, c'est ça toute cette difficulté, c'est cette espèce de décalage. Mais je pense que les Français, ils n'ont qu'une envie, c'est que ça aille encore plus vite. Donc ça, ils ne remettent pas du tout en cause les grandes transformations qu'on est en train de faire. Ils voudraient que ça aille plus vite et qu'il y ait une répercussion plus rapide sur leur vie quotidienne. Oui, mais précisément sur la vie quotidienne, on voit que les Français ont des doutes sur le pouvoir d'achat notamment. Ça, c'est la vie quotidienne vraiment au jour le jour. Comment... La perception du pouvoir d'achat, elle est complexe, parce que les pouvoirs d'achat, quand on améliore les soins des personnes, qu'il va y avoir une diminution importante des restes à charge sur l'accès aux soins quotidiens, vous, lunettes, dentaires, auditifs, ça c'est de la réalité quotidienne. Eh bien ça se verra quand il y aura l'acte qui se fera. Donc c'est pour ça que ce pouvoir d'achat, cette notion de pouvoir d'achat, elle va se faire ressentir au fur et à mesure. Je rappelle quand même, en tout cas, pour les personnes handicapées, que nous revalorisons l'allocation adulte handicapé, 1,1 million de personnes, à partir du 1er novembre 2018, deuxième tranche 1er novembre 2019, engagement du président de la République, 900 € par mois, c'est l'équivalent d'un 13e mois. Aucune mandature ne l'a faite, c'est 11% d'augmentation. C'est-à-dire que c'est un effort de solidarité nationale de 2,5 milliards sur le quinquennat. Donc le handicap, il est bien une priorité du quinquennat,
Ça c'est indéniable. Et l'allocation adulte handicapé va contribuer nettement au pouvoir d'achat des personnes handicapées. C'est un exemple parmi d'autres. Mais les Français voient surtout la CSG qui augmente, et notamment les retraités. La question divise au sein même de la majorité, puisque certains députés, LREM, proposent de revenir un peu sur l'augmentation de la CSG pour les retraités, en distinguant selon la situation des retraités. Est-ce que là, on n'en demande pas trop aux je pense que âgées. les retraités vont être les premiers bénéficiaires de ces complémentaires santé à 1 euro par jour pour ceux qui ont les plus faibles revenus. Ils vont être les premiers bénéficiaires de ces restes à charge diminués. Donc la santé, c'est aussi une préoccupation pour les retraités. C'est une préoccupation, je veux dire, pour toute personne qui avance en âge. Donc il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer que c'est un tout et qu'ils vont bénéficier de ce pouvoir d'achat de façon... après, à la consommation, si vous voulez, de l'acte. Donc c'est ça qui est compliqué. Moi j'entends, je me déplace énormément en province, j'écoute les gens, et quand je leur explique aussi, ce n'est pas que votre retraite, mais c'est partout, on agit partout, surtout vos accès aux soins, vos accès à des possibilités de tarifs différentiels, etc. Là, du coup, on comprend mieux. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus explicatif sur tout ce que l'on fait, parce que comme on touche, je veux dire, tous les aspects et les pans de la vie, c'est compliqué à entendre, c'est vrai. Et précisément, est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication? Parce qu'on a eu jusqu'à maintenant un modèle social assez généreux et assez protecteur. Et en même temps très complexe. Et très complexe, c'est vrai. Mais les gens étaient globalement bien accompagnés. Et là, on a l'impression quand même que le président Macron détricote petit à petit un certain nombre de dispositifs, sans doute à juste titre pour certains. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication? Parce que les gens ont du mal à le... Je pense que vous touchez du doigt là la complexité de notre modèle social. Nous avons 10 minima sociaux. C'est bien l'enjeu de la stratégie que nous allons mettre en place sur le revenu d'accessibilité, le revenu universel d'activité, revenu universel d'activité, pour simplifier cet accès aux droits, parce qu'il est très complexe et du coup nous avons un taux de non-recours qui est très important. Il y a beaucoup de personnes qui ne recourent pas à tous les droits qu'on leur a ouverts parce que c'est extrêmement complexe. Donc on a une politique qui n'est pas efficace là-dessus, sur ces minima sociaux, qui est complexe et qui pourtant est généreuse. Donc on a un ressenti qui n'est pas à la hauteur de ce que la politique publique aujourd'hui met en place. C'est bien pour ça que nous allons travailler sur cette simplification, lisibilité des droits et du coup un recours qui soit là, un juste recours aux besoins. C'est ça qui est important, ce juste recours aux besoins des personnes, quels que soient ces besoins. Mais vous parlez de plus d'efficacité. Les Français voient surtout le risque de la fin d'un modèle. C'est ce que disait aussi Alain Baron. Finalement, où veut nous entraîner Emmanuel Macron? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il n'y a pas quand même à terme le risque d'un changement de modèle social français? C'est la construction de cet État-providence du XXIe siècle sur lequel nous travaillons. C'est bien pour ça qu'il faut faire tout en même temps. En même temps, ce revenu universel d'activité qui va prendre en compte les spécificités de chacun, y compris l'allocation adulte handicapé, ce qui n'est pas simple à mettre en place dans ce revenu, et pouvoir aider ceux qui en ont le plus. Donc avoir une visibilité de cette gradation d'accompagnement. Quand le président, dans son plan pauvreté, dit il faut qu'on puisse accompagner les personnes au travail, à l'emploi, qui est quand même notre priorité numéro 1. Les gens, ils ont envie de quoi? De vivre de leur travail. On a tous envie de vivre de notre travail. Aujourd'hui, on est trop empêchés pour aller vers le travail. On a un système, même par exemple, excusez-moi, je reviens souvent à mon sujet, mais sur l'allocation adulte handicapé, quand vous travaillez à mi-temps, c'est pas incitatif à la reprise au travail. Donc on voit bien qu'on a des freins, en fait, par notre système social aujourd'hui, qui n'accompagne pas cette reprise du travail. Il faut que le travail paye plus, il faut qu'on accompagne, il faut qu'on stabilise et qu'on rassure les personnes en disant allez-y, on va vous accompagner financièrement, on va vous accompagner aussi avec des services ad hoc pour vous garantir cette reprise du travail et que vous ne soyez pas perdant à reprendre du travail, parce que c'est pour beaucoup de personnes et beaucoup de publics, comme on a vraiment travaillé en silo nos politiques publiques d'accompagnement et de solidarité, c'est aujourd'hui le cas. Et précisément, à propos du travail et du chômage, le chômage ne baisse pas de manière très, très forte pour l'instant. Est-ce que ce n'est pas un petit peu les limites de la politique économique du gouvernement? Alors, vous me direz, ça fait qu'1 an, mais enfin quand même, au bout d'1 an, on peut juger. C'est court 1 an quand même, c'est court. Parce que, comme je vous disais, entre ce qui se décide au niveau national et l'exécution après sur le terrain,
il y a ce temps quand même aussi administratif qui est indéniable et qui est pesant et qu'il faut qu'on accélère. Ça, c'est indéniable. Mais je pense que nous avons tous les ingrédients pour que ça fonctionne. Avec Muriel Pénicaud, nous avons énormément simplifié dans la loi liberté de choisir son avenir professionnel, la vie des entreprises. Aujourd'hui, pour embaucher, c'est trop complexe, mais même qu'on soit valide ou handicapé, et surtout handicapé. Donc ça, c'est plus une excuse, puisqu'à partir de 2019 et de 2020, nous allons vraiment simplifier les déclarations d'emploi. Donc nous allons vers vraiment libérer ces énergies et en même temps sécuriser les parcours. C'est ça qu'il nous faut faire. Sécuriser les parcours, c'est qu'on embarque dans le dialogue social toute la diversité de l'entreprise. Ça, c'est très important. Tout à l'heure, on parlait de singularité, etc. Les organismes syndicaux sont tout à fait partants. Moi, j'ai ouvert des grandes concertations pour regarder différemment la place du salarié handicapé dans l'entreprise. Organisation syndicale, organisation patronale, organisation des associations, tout le monde est motivé, tout le monde est sur la même ligne pour faire toute sa place au dialogue social aux plus vulnérables. Donc on a cette opportunité-là. Donc je pense que... Mais bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'après, il faut que ça redescende dans les branches professionnelles, il faut que ça redescende sur le terrain. C'est ce temps-là qui est compliqué et qui est long. Et pourtant, il y a eu des aides aux grandes entreprises, enfin aux entreprises en général. Il y a eu des allègements fiscaux. Et donc ça tarde à... Ça ne fait pas que tarder, ça arrive aussi. Hein. Franchement, on le voit sur le terrain. Moi, je rencontre des chefs d'entreprise tout le temps, toutes les semaines, j'ai des focus sur les entreprises et on voit bien qu'ils sont totalement mobilisés pour les personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi. Donc, on devrait pouvoir y arriver. Mais il faut que les CFA, il faut que les services publics de l'emploi se mettent en ordre de marche. On est en train de faire des expérimentations très intéressantes avec Pôle emploi pour qu'ils puissent être chefs d'orchestre sur tous les organismes qui existent, et Dieu sait qu'il y en a. C'est illisible, notre politique d'accompagnement, illisible. Donc on est vraiment en train de remettre à plat ça pour être efficace auprès des entreprises et auprès des personnes elles-mêmes, et même celles qui sont les plus éloignées de l'emploi. La grande réforme qui est annoncée maintenant, c'est celle des retraites. Là aussi, c'est quelque chose qui peut inquiéter nos compatriotes, puisque tout le monde espère avoir une retraite décente et qui permette de vivre tranquillement et de profiter des dernières années. On va définitivement tourner la page de la répartition ou ça ne sera plus le modèle unique, ça sera plus le seul modèle unique? On va aussi vers une simplification, hein. C'est l'objectif, hein. C'est-à-dire d'aller vers une simplification. Je tiens vraiment à rassurer tout le monde, ça ne concerne pas les retraités qui partent là aujourd'hui, hein. Et donc il faut vraiment aussi expliquer, faire de la pédagogie. C'est une concertation énorme qu'a menée Jean-Paul Delevoye et qu'il continue à mener de façon totalement co-construite et concernée. Et ça, vraiment, on peut lui rendre hommage parce qu'il a vraiment porté une vraie concertation qui est encore en cours. Voilà, c'est un modèle différent qui doit être plus équitable, qui doit être aussi plus lisible, qui doit être plus juste. Donc c'est ce vers lequel on va. Alors, autre gros enjeu aussi, inquiétude des Français, c'est sur le diesel. Donc là, il y a un énorme enjeu écologique, la transition écologique, un enjeu de santé publique également. Exactement. Mais on voit aujourd'hui que sur le terrain, en France, tous ceux qui ont besoin de la voiture sont de plus en plus inquiets par cette augmentation des prix. Comment arriver à concilier ces deux impératifs, à la fois de santé publique et de pouvoir d'achat des Français souvent les plus fragiles? C'est exactement ce projet de société qu'il nous faut porter, expliquer, ce vers lequel on veut aller. C'est exigeant pour tous, pour chacun de nous. C'est vraiment comment on se met en ordre de marche pour avoir porté cet objectif de société. Vous avez parlé de santé, vous avez parlé de qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants, quelle est la société qu'on veut lancer à nos enfants. Pour ça, on accompagne les plus fragiles, puisque quand même la prime à la reconversion, au changement de véhicule, elle est doublée pour les petits revenus. Et elle a fait ses preuves, hein, parce qu'il y a eu énormément de demandes, et beaucoup en ruralité. Hein, donc ce n'est pas une mesure qui est destinée aux urbains. On l'a vu, les chiffres sont là. Donc on accompagne cette politique. C'est pareil, je veux dire, le ressenti immédiat, c'est certain, quand vous faites votre plein, vous le ressentez immédiatement. Et cette prime, si vous n'êtes pas dans cette dynamique d'aller changer votre voiture, et donc de faire cette réduction et cette économie immédiatement, c'est ça, ce décalage. Mais je pense qu'il faut qu'on soit ambitieux pour nous-mêmes et pour nos enfants. Donc c'est vrai que c'est un effort de tous les Français à qui on demande pour porter ce projet de société. Mais d'un autre côté, on accompagne, on travaille aussi sur les énergies alternatives, mais il faut qu'on aille jusqu'au bout de notre projet. Une dernière question d'Alain Baron.
Oui, juste un mot personnel à propos du remaniement. Vous ne vous êtes pas posé la question de quitter le gouvernement à l'occasion du gouvernement? Moi, quitter, non, pas du tout. Je suis totalement dans ma mission. Le président, le Premier ministre m'ont fait confiance. Je porte un vrai projet de transformation sociale et sociétale. Je pense que le handicap est le fer de lance de la transformation de notre société. Si on fait toute sa place aux personnes les plus différentes, les plus singulières et celles qui ont des besoins les plus spécifiques, ça va servir tout le monde. C'est cette notion de conception universelle. Quand nous sommes allés dans les pays scandinaves, on a bien vu depuis bien longtemps que nos voisins européens ont compris que cette notion de universal design, j'aime beaucoup leur terme, c'est conception universelle pour le bien-être de tous. Ils l'ont pensé depuis bien longtemps et le handicap, c'est un des éléments de leur politique. Donc je pense que cette mission vraiment de transformation, de replacer la personne handicapée, citoyenne, au cœur de la ville, à se vivre ensemble, va servir à faire une vraie cohésion sociale et à faire progresser notre société. Donc je suis pleinement à ma mission avec toute ma détermination et mon envie de changer la chose et la donne au quotidien. Et c'est bien l'enjeu et c'est le sous-titre quand même de notre comité interministériel qui c'est « Changeons le cap ». Gardons le cap, changeons le quotidien des personnes. Eh bien, merci beaucoup, voilà. Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Notre invité la semaine prochaine sera Monseigneur Ribado-Dumas, secrétaire général de la Conférence épiscopale et porte-parole des évêques de France, à la veille de l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes. Vous pouvez évidemment nous retrouver d'ici là sur les sites de KTO, de Radio Notre-Dame et de la Croix. Merci de votre fidélité et bonne semaine.